Non, non, c'est moi qui les ai écrits, donc je peux les relire tranquillement. Pour nous, RHDP, le Front commun a été véritablement un échec. Pourquoi? Parce que le Front a été constitué uniquement pour ne pas aller aux élections. C'était pour créer la chienlit véritablement au sein de la Côte d'Ivoire. Faire coûte que coûte en sorte qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Et c'était un échec total. Monsieur Jean-Paul Oro, ici, nous dit que ce n'est pas nouveau que les élections ne sont pas transparentes en Côte d'Ivoire. Mais si les élections ne sont pas transparentes, mais à quoi ça sert d'aller aux élections? Non, attendez. Non, mais attendez, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, dissout les partis politiques. Permettez que je termine, s'il vous plaît. Ouattara a fini par trahir Bédié. Et c'est cette trahison qui explique l'existence du Front commun. Et c'est cette trahison qui aurait pu être lavée lorsque Bédié a été rappelé à Dieu. Mais Ouattara a tout fait pour jeter Thiam dans les bras de Gbagbo. Voilà, monsieur Diaby, pourquoi vous ne comprenez pas ou vous feignez de ne pas comprendre ce qui se passe dans votre propre pays. Alors arrêtez, cette trahison-là, Bédié ne l'a jamais acceptée. Et voilà le résultat. Bonsoir à tous et bonne année 2026, très chers téléspectateurs. Comme vous le voyez cette semaine, j'anime donc la bande à Carlyle, entourée ce soir de Nsane à tout blanc. Bonsoir. Bonsoir, Danili. Nous avons Jean-Paul Oro, bonsoir. Bonsoir, Danili. Nous avons aussi donc Aboubacar Tiekoura Diaby, donc le délégué chargé de l'organisation et du protocole France du RHDP. Bonsoir aussi également. Bonsoir, madame. Nous avons aussi Jean-Yves Doué. Bonsoir. Bonsoir Daline. Et en visio, nous avons Norbert Navarro qui est donc en visio depuis chez lui. Bonsoir Norbert. Bonsoir Dalini, et bonne année. Bonne année. Alors sans plus tarder, on se dirige donc en Côte d'Ivoire où dans les prochains jours, Alassane Ouattara mettra fin aux fonctions du vice-président et aussi de son premier ministre, donc de son gouvernement, pour en désigner un autre. On commence d'abord par un petit tour de table. Comment expliquer qu'après cette victoire à l'élection présidentielle et aussi aux législatives, il y a cette décision qui intervient? D'ailleurs, je me tourne vraiment vers vous, monsieur Tiekoura Diaby. Est-ce un signe de force ou bien même de fragilité politique de Ouattara de faire ce changement-là? Je voudrais donc, avant de commencer, souhaiter la bonne année à tous vos téléspectateurs et internautes. Et aussi souhaiter la bonne année à tous les militants du RHDP France. Et même si cela est un peu passé, le 1er janvier passé, c'était l'anniversaire du président de la République. Donc je voudrais ici, au nom de tous les RHDP France, du secrétaire national aux militants de l'extérieur, souhaiter au président de la République un joyeux anniversaire, une très bonne et heureuse année aussi 2026. Généralement, ceux qui sont nés en janvier, on dit, en fait, 1er janvier, on dit c'est René Caillé généralement. Bon, c'est pas bien grave, que Dieu lui accorde la santé et la force nécessaire pour conduire la Côte d'Ivoire à bon port pendant les 5 prochaines années aussi. Donc pour revenir à votre question, après l'élection présidentielle de 2025, il est de coutume que quand le président est élu et après les élections législatives, qu'il y ait une refonte de l'exécutif, qu'il y ait de nouvelles nominations qui se fassent et qu'il y ait une nouvelle dynamique qui soit impulsée. Mais ces changements-là à la tête de l'exécutif aussi sont de la volonté unique et puis des choix uniques qui seront opérés par le président de la République seul et lui seul. Il n'y aura pas d'interférence a priori. Est-ce que c'est également le cas pour vous, monsieur Doué? Est-ce que vous y voyez là donc une fragilité ou bien même un protocole? C'est normal de faire ce changement-là? Oui, oui. On dira que c'est normal, mais moi, en fait, c'est plus sur ces différents changements-là que j'aimerais peut-être m'attarder.
Parce qu'effectivement, on a un vice-président, on a tous les membres de ce gouvernement-là qui ont participé, qui étaient candidats à ces législatives, notamment le vice-président et le premier ministre à Songon, et puis même le ministre de la Défense, le petit frère du président, qui était lui aussi à Yopougon. Donc on a tous ces ministres, et à Bobo, pardon. Donc on a tous ces ministres qui ont participé à ces législatives, qui étaient justement des candidats. Et donc, pour moi, et puis par moment, on annonçait peut-être un changement constitutionnel. Par moment, ça faisait partie des supputations, je dis. Et donc, pour ce changement-là, moi, je trouve que c'est normal. Maintenant, est-ce savoir qui sont les nouvelles, qui seront ces nouveaux hommes forts-là de ce gouvernement-là. Je pense que c'est là que on va peut-être devoir s'attarder pour essayer de chercher, pour essayer de faire des pronostics, ou sinon, en fonction des éléments qu'on a, pour essayer de prédire les différentes nominations. Mais d'ailleurs, est-ce que vous n'en avez pas un en tête en particulier qui pourrait donc remplacer le Premier ministre notamment? Bon, au niveau de la primature, c'est peut-être, tantôt on annonçait le petit frère du président Alassane Ouattara. Après, on annonce aussi du côté du pêcheur à l'Assemblée nationale. Donc, il y a plusieurs cartes à jouer. Et sinon aussi, je pense que si on veut aller, peut-être moi, la personne que peut-être je verrais, c'était comment on appelle ça? On a su une femme, pour une fois, pour être, qu'on ait une première, ministre. Voilà. Et puis, voilà. Sinon, pour l'instant, je pense que je vais laisser les autres. Oui, Jean-Paul Laurent, est-ce que vous avez un petit pronostic à nous montrer peut-être une première ministre qui serait donc à la tête de la Côte d'Ivoire aussi? Non, je n'ai pas de pronostic, mais je pense que les choses se présentent comme il se faut, hein, normalement. Il faudra qu'on note que il faudra qu'il y ait une première session de la législature 2026 à 2030. C'est à l'issue de cette législature-là que le président de la République maintenant peut nommer le vice-président, parce que le vice-président est nommé par le président de la République avec l'approbation du Congrès. Ouais. Donc, il faudrait que l'Assemblée nationale soit constituée, la nouvelle Assemblée nationale soit constituée et que cela se fasse. Moi, je pense que ça sera après cela que le président de la République va choisir son vice-président et nécessairement son premier ministre. Mais il faudra noter que le vice-président, c'est, comme on dit, hein, c'est le dauphin. Le dauphin présidentiel, c'est lui qui va remplacer le président de la République en cas de vacance du pouvoir ou en cas de, comment on dit, force majeure. Donc, le président de la République, certainement, va essayer de prendre quelqu'un proche de lui, de sa famille politique, et qui n'est certainement pas enclin à la division, mais quelqu'un qui est ouvert au plan national, qui est ouvert certainement aux autres formations politiques de la République. Donc, c'est ce choix-là que le président de la République va faire. Et concernant aussi le Premier ministre, ça sera dans la même dynamique. Quelqu'un qui lui correspond, au président de la République lui-même, du point de vue du profil et du point de vue aussi qui connaît sa façon de travailler. Je pense que voilà, si on veut mettre quelqu'un sur, peut-être que, voilà, comme je disais, Premier ministre, ce sera certainement quelqu'un qui ressemble un peu au président Alassane Ouattara, qui connaît ses méthodes de travail, parce que j'imagine que pour ce mandat du président de la République sera un mandat, comme il a dit lui-même, de la transmission générationnelle, certainement s'éloigner un tant soit peu, ou bien petit à petit de la gestion directe du gouvernement, de la gestion directe des affaires de l'État, et aussi de la gestion directe des affaires politiques. Voilà pourquoi il va y avoir un vice-président qui sera forcément politique, et un président et un premier ministre qui sera également un technocrate qui lui ressemble du point de vue, je dirais, profil. Monsieur Norbert Navarro, qu'en est-il donc de l'élection aussi du nouveau président de l'Assemblée nationale? Sera-t-elle aussi un vrai moment de débat politique à votre avis? On le rappelle tout de même que 77% des sièges sont aux couleurs du RHDP. Dalini,
Tout est dans la question et la manière de la poser. Moi, je voulais d'emblée dénoncer un faux suspense pour un vrai enjeu. Le faux suspense, c'est savoir qui va devenir calife à la place du calife. Franchement, ça m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse pas pour une raison simple, c'est que ces derniers temps, on nous a ouvert un certain nombre de pistes qui étaient toutes plus fausses les unes que les autres. Souvenez-vous de l'abandon de la nationalité française par Patrick Cachy, l'ancien Premier ministre. On a daubé pendant des semaines sur le sujet. Ça voulait dire qu'il était placé sur une rampe de lancement pour devenir le futur vice-président de la République. Et puis après, on a arrêté d'en parler. On a daubé sur Téné Birahima Ouattara, le frère du président, qui devait monter au perchoir, c'est-à-dire devenir président de l'Assemblée nationale, pour ensuite nous dire, via un article de presse d'Afrique Intelligence, qu'il allait prendre la primature et donc devenir Premier ministre. Bon, on s'amuse bien, quoi, avec nous, et ensuite on nous demande de commenter tout ça. Moi, je trouve que ce sont de faux suspens, et je trouve que c'est pas très intéressant. On verra bien, peu importe au fond, hein, franchement. Mais en revanche, ces faux suspens dissimulent un vrai enjeu dont on parle pas. C'est l'après Ouattara qui a commencé instantanément. La séquence électorale de 2025 étant à présent terminée, tout va se jouer peut-être plus vite que prévu. Quant à Monsieur Tiekoura Diaby, je voudrais quand même lui dire que quand il nous fait remarquer que toutes ces décisions seront prises par le président et lui seul, je voulais lui dire simplement que moi, je n'en suis pas si sûr. Monsieur Nsane Atoublanc, est-ce que c'est un faux suspense, comme le dit donc Norbert Navarro? On souligne quand même que le Premier ministre, en termes de stabilité et de réforme, c'est lui aussi qui dirige. Mais est-ce un faux suspense ou pas? Bon, un faux suspense, oui, dans le cadre, dans son explication, effectivement, il explique qu'il n'y aura pas véritablement, en fait, il y a effectivement un jeu qui est fait pour brouiller un petit peu les pistes. Mais dans le fond, effectivement, oui, aujourd'hui, on sait que le rôle du Premier ministre ou le rôle du vice-président sera déterminant pour la suite. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, voilà, M. Ouattara n'a pas le choix, hein, n'a pas le choix de préparer véritablement la transmission. Et on est sûr, aujourd'hui, une projection. C'est-à-dire, ces personnes-là qui seront nommées auront des rôles très déterminants dans la suite. Parce qu'on a une gouvernance Ouattara, on a un style Ouattara. Est-ce que ces personnes qui seront désignées aussi seront dans la prorogation de ce style? Alors, contrairement à Norbert, moi, je tranche toujours sur le profil de M. Téné Birahima Ouattara. Moi, je ne fais aucun doute sur l'actuel ministre de la Défense qui sera positionné au niveau de la primature, hein, c'est-à-dire Premier ministre. Au niveau de la primature, pourquoi? Parce que c'est un poste qui, pour moi, est un poste dynamique, contrairement au poste de vice-président, qui est un poste symbolique, de représentativité, mais qui n'a pas réellement une marge de manœuvre en termes de gouvernance et de gestion. Parce que le Premier ministre est celui-là qui conduit la politique gouvernementale. C'est ça. Voilà, qui conduit la politique gouvernementale. Et aujourd'hui, il y a des axes qui sont assez prioritaires. Axe économique, comme M. Ouattara l'a indiqué lors de son discours pour justifier sa candidature. Il a parlé de politique économique, politique monétaire et politique sécuritaire. Ce sont trois axes en fait qui sont mentionnés par M. Ouattara. Et quand je regarde les différents profils que le RHDP nous présente dans sa demi-douzaine, celui-là aujourd'hui qui a véritablement ses casquettes, c'est M. Téné Birahima Ouattara, son petit frère, naturellement, qui a géré les affaires présidentielles, qui a eu aussi un œil sur le budget, aussi concernant la présidence, et qui gère aujourd'hui la défense. Juste une petite information pour rappeler quelque chose. Nous avions eu la semaine dernière, en fin de semaine dernière, une nomination même de M. Lassina Doumbia, qui a eu le plus haut grade de l'armée,
d'accord, de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est le général, d'accord, de corps. Et ça encore, c'est pour véritablement adouber la confiance dévolue à l'armée. Dans le dernier discours du 31 décembre, M. Ouattara a fait une mention particulière aux forces de l'ordre pour leur service, pour leur dévouement pour la patrie. Nous sommes dans un contexte géopolitique assez fragile et donner cette confiance-là d'accord, à l'armée et à celui qui incarne véritablement l'armée, qui est M. Téné Birima Ouattara, pour moi, c'est encore consolider et conforter M. Téné Birima Ouattara pour la gestion des choses à venir. Est-ce qu'au sein aussi du RHDP, on partage aussi ce constat, on bascule donc vers le ministre de la Défense? Bon, comme je l'ai dit tantôt dans mon intervention, au RHDP, nous, on table plutôt sur une équipe. Vous entretenez donc ce flou? Non, je n'entendais pas ce flou. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif 2030. L'objectif 2030 pour le président de la République, c'est faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent de la tranche supérieure. Et quand on parle de transmission générationnelle, le président a toujours dit qu'il voulait une équipe. Et même depuis 2020, quand il avait choisi le Premier ministre Père Sona Mamadou Bon, il avait voulu que ce soit une équipe qui accompagne le Premier ministre Amadou Bon dans sa succession. On avait autour là donc Patrick Hachi et bien d'autres au cadre du RHDP du pays qui accompagnait le Premier ministre. Donc on va s'inscrire pour moi dans cette logique-là du président de la République. Pour lui, il n'y a qu'une équipe, comme le disait le président Euro, qui a la même vision que lui pour que les objectifs fixés pour 2030 puissent être atteints à tous les niveaux que ce soit. Déjà au niveau sécuritaire, vu les nouveaux enjeux qui y sont, il faut quelqu'un qui soit capable de maîtriser ces enjeux sécuritaires. Au niveau économique, il faut qu'il y ait aussi ces personnes aussi puissent suivre la trajectoire économique dessinée par le président de la République. Donc c'est un ensemble. Dire tel sera Premier ministre, tel sera vice-président, tel sera président de l'Assemblée nationale, je le dis encore, je le redis, c'est le président de la République seul qui prendra cette décision-là. En accord avec les objectifs que lui-même il s'est fixés pour le pays. Et cela se fera en son âme et conscience et selon aussi le personnel politique de la Côte d'Ivoire qu'il connaît sur le bout des ongles. Bon, plus sérieusement, il revient là-dessus. Oui, c'est le président de la République seul qui décide. Bon, c'est vrai. Le président Alassane Ouattara, mais il n'est pas Dieu. Voilà, il n'est pas Dieu. C'est ce que Norbert te reprochait tout à l'heure. Il y a aussi des pesanteurs internes, comme des pesanteurs externes qui peuvent pousser un président de la République à faire des choix. Et lui-même, il a sa propre, je dirais, pesanteur qui est aujourd'hui le fait qu'il soit en fin de cycle et qu'il ait manifesté qu'il va transmettre le pouvoir. Ça, c'est un élément essentiel. Mais transmettre le pouvoir, c'est pas forcément... C'est vrai, il va regarder au sein de sa famille politique, mais celui qu'il va choisir, là, il ne faudrait pas qu'il soit un individu ou du moins une personne ou une personnalité qui soit clivante de sorte à je pourrais dire, à concentrer encore les oppositions vis-à-vis de lui. Est-ce que cette personnalité a les moyens pour résister comme lui il a résisté? Donc moi je pense que le choix du président de la République va se faire parce qu'on entend regarder la chose au plan économique. La Côte d'Ivoire sort, je dirais, d'une séquence qui a été difficile. On n'y est même pas encore véritablement sorti. Les parenthèses de cette période de braise que nous avons vécue là ne sont pas encore fermées. Donc il y a la question de dans sa logique de mettre un système en place de sorte qu'il puisse partir. J'imagine qu'il va prendre en compte cette notion essentiellement politique là. Vous pensez, c'est vrai, je fais la transmission générationnelle, mais il ne faudrait pas que dans cette transmission aussi, il y ait la transmission des gènes des différents conflits qui nous ont opposés, tous les Ivoiriens à un certain moment. Moi, je pense que c'est tout cela qu'il faut prendre en compte et j'aimerais aborder dans le même sens que Atoublan, quand il disait qu'il voit le président, le ministre de la Défense actuel, M. Téné Birima Ouattara, à la primature. Pareil, pour le moment, je partage tout à fait cet avis, parce qu'en réalité, si en cours de son mandat, le président Alassane Ouattara doit céder le pouvoir, le vrai patron de la République sera le Premier ministre. Parce que le vice-président, quand il devient président de la République,
notre constitution actuelle ne lui permet pas de changer de gouvernement, ni même de nommer un autre vice-président. Lui, il sera là pour planter les chrysanthèmes et c'est le Premier ministre qui sera véritablement l'homme fort du pays qui va diriger, comme certainement ça a été le cas pour le président Hassan Ouattara lui-même entre 1992 et 1993, pendant que Périssou-Boigny était, je pourrais dire, grabataire. Et dans cette idée-là, Jean-Yves Deshayes, est-ce qu'on choisit justement un chef de gouvernement pour gouverner ou bien pour sécuriser donc ce 4e mandat qui est aussi déjà bien critiqué selon vous? Selon moi, je pense que je serais direct et c'est pour sécuriser le 4e mandat. Sécuriser plutôt que de... Oui. Parce que, voilà, je pense que les RHDP aujourd'hui dans une logique. Hein. Le président Ouattara est sur le départ, ça c'est clair. Et donc aujourd'hui, c'est de fixer, en fait, je pense que les bases de cette équipe. Comme eux-mêmes ils disent qu'ils vont gouverner jusqu'à 2050. Donc je pense que c'est pour fixer les bases de cette projection de gouvernance jusqu'à 2050. Donc je pense qu'il y a ils vont vouloir, peut-être à moins que Diaby nous dise. Mais est-ce que ils créent un système en place? C'est vrai, comme tu dis, c'est dans la projection de gouverner le pays jusqu'en 2050. Mais est-ce que ce système-là, c'est un système qui sera ouvert, qui sera beaucoup plus flexible et certainement créer les conditions d'une ouverture au dialogue politique national? Parce que rester renfermé toujours RHDP, que ça ne va pas véritablement amplifier les différents antagonismes et certainement possibilité de plonger le pays dans une situation instable qui peut désorganiser toute la structure économique mise en place par le président. Après, si je pose cette question, c'est parce que Norbert Navarro parle aussi de présidence à vie. Donc, cette question-là de sécuriser ce 4e mandat, est-ce que vous le partagez également? Je suis très embarrassé pour répondre à cette question parce que personne n'ose mettre les pieds dans le plat, mais pourtant il faut quand même évoquer le sujet. Ce mandat va-t-il pouvoir être mené à son terme ou pas? Quand vous évoquez la possibilité de voir une alternance avec le vice-président de la République, c'est pourtant bien de ça dont vous parlez sans le dire. C'est-à-dire que Alassane Ouattara ne puisse pas finir son 4e mandat. Et imaginez, ça changerait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Euh, à ce moment-là, le vice-président nous dit Jean-Paul Aureau, il serait là uniquement pour inaugurer les chrysanthèmes, c'est-à-dire qu'il servirait à rien. Le Premier ministre serait l'homme fort du régime, mais dans la mesure où il serait Premier ministre avec un parlement composé d'élus godillots, il resterait là ad vitam aeternam, ça serait lui le président à vie. Et bon, moi je trouve ça totalement absurde. En revanche, quand Ouattara nous dit que il va procéder pendant ce 4e mandat à un renouvellement générationnel, j'entends qu'il veut modifier de nouveau la Constitution pour mettre, bien sûr, une limite d'âge pour pouvoir postuler à la candidature suprême. Ça, suivez mon regard. On élimine ainsi Laurent Gbagbo ad vitam aeternam. Mais bon, ça règle pas le problème Tidiane Thiam. Il va falloir trouver un autre moyen pour l'éliminer, celui-là, parce qu'il nous en kikine, et je reste poli. Alors donc, que va-t-il se passer s'il y a un changement un nouveau changement de constitution? Est-ce qu'on ne va pas aussi changer cette difficulté qui a été évoquée par Jean-Paul Aureau? On ne peut pas laisser le pays entre les mains d'un seul homme qui resterait ad vitam aeternam, l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Il y a un problème institutionnel délicat. Peut-être vont-ils le régler lors d'une réforme constitutionnelle globale et avancer dans ce sens à condition de se dépêcher, hein. Parce que moi, je ne sais pas, hein, mais vous voulez pas le dire, mais je rappelle que je l'ai dit sur ce plateau, le président Alassane Ouattara a un rendez-vous médical début janvier à Paris, nous y sommes, et c'est à Paris qu'il l'a.
Alors, pourquoi ne pas en parler? C'est pas, bien entendu, on lui souhaite en ce début d'année tous nos vœux de bonne santé. Ça, il n'y a aucun problème, hein. Nous sommes de bons chrétiens. Mais, enfin, pas tous ici, mais moi en tout cas. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi voir que c'est un problème qui a un lien avec le sujet du débat qui nous anime aujourd'hui, Dalini. C'est noté. Bon, en tout cas, les paris sont donc lancés pour savoir qui sera donc le futur Premier ministre donc, de la Côte d'Ivoire et puis aussi le vice-président de l'Assemblée nationale. Dans cet élan-là, aussi également. Et dans cet élan-là, les législatives que le PPACI a appelé dernièrement, le PDCI donc a formé ce nouveau front commun qu'on entend à longueur aussi de journée, mais est-ce qu'il va se concrétiser grâce donc à l'échec, on peut le souligner, hein, de ces élections-là du côté du PDCI, du PPACI. Qu'en pensez-vous de cette main tendue, Jean-Paul Auroux? Ici, c'est moi Jean-Paul Auroux. Ah, pardon, excusez-moi. Enfin, je préfère plus Jean-Yves Doué, excusez-moi. Oui. Non, en fait, moi, je ne dirais pas que c'est un nouveau front commun. Comme je l'ai dit ici sur ce plateau aussi, le front commun, il y a un président qui avait enterré le front commun, mais moi, je dis le front commun n'est jamais mort. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'ils ont tous, lors de ces législatives-là, je pense que tu l'as même dit, hein, ça a permis, cet échec-là pour les gens de l'opposition a permis à chaque parti politique de connaître son poids dans la forme actuelle de ce genre du pays, c'est-à-dire avec un RHDP qui a, je crois, je dirais, barricadé, sinon au niveau de la CEI, qui est une institution à laquelle, je vais dire, tous les partis d'opposition sont unanimes. Ils n'ont pas confiance en cette institution-là. Et on a eu dernièrement même des éléments qui nous ont permis aussi de confirmer cette suspicion-là, hein, du côté dans plusieurs zones. Dans une zone du Nord, on a eu une députée sortante qui, elle, a été, je crois, je vais dire, nommée meilleure députée de la Côte d'Ivoire, qui s'est permis d'aller chercher des PV. Voilà, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de communiqué de la CEI pour entendre cette dame-là sur son attitude. Donc, si elle a fait ça au niveau du Nord, au niveau des élections législatives, qu'en est-il pour les élections présidentielles, vu que ce sont des zones même où on n'a pas eu de représentants de l'opposition? Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, cette institution-là, ne rassure pas les Ivoiriens. Ça, c'est un. Et donc, pour continuer, les partis politiques, ça a permis en fait à tous les partis politiques donc de l'opposition, au regard de tout ce que je viens de dire là, de savoir qu'en vérité, ils doivent être en fait unis. Ils doivent se serrer les coudes pour pouvoir avancer. Donc je pense que c'est dans cet élan-là que le PPACI a fait un bilan des élections législatives. Et là, ils ont rappelé encore, parce qu'ils ont rappelé le PDCI à faire le bilan et puis ensuite se resserrer les coudes pour essayer d'avancer. Voilà. Monsieur Atou Blanc, est-ce que vous pensez qu'il faut que le PDCI prenne cette main tendue? Bon, écoutez, c'est assez complexe parce que le problème, c'est que la configuration politique en Côte d'Ivoire, malheureusement, ne permet pas véritablement à des partis politiques de faire cavalier seul. On a soit un parti qui est fort, et puis on a une association de partis politiques qui souhaitent dans leur coalition poser un parti qui est fort. Et ça, c'est un absolu. Hein. Donc, certaines personnes ont dit que l'échec du PDCI-RDA, c'est de s'être mis... le président Jean-Paul Auroux l'insinuait, hein, c'est de s'être mis en fait en association avec le PPACI. Et on a vu aux législatives ce que ça a donné. Donc les théories en fait peuvent être dites, mais quand on est sur la pratique, on voit autre chose. Figurez-vous qu'aujourd'hui, la plupart des participants, qu'ils soient indépendants ou même, je sais pas, de micro-partis ou du PDCI-RDA, sont restés sur leur faim. On parle de certains recours qui sont faits auprès de la CEI. Qu'est-ce qu'il en sera d'accord de ces recours-là? Donc effectivement, je rejoins Jean-Yves sur un point. Le fait véritablement que les partis politiques aillent seuls dans cette compétition ne donne aucune garantie en ce qui concerne la fiabilité des résultats. Moi, je le dis clairement. Le parti au pouvoir, M. Tchekoura nous dira autre chose, mais on voit l'insatisfaction de ces partis politiques. Soit ils sont de mauvaise foi, d'accord, et M. Tchekoura a raison, ou soit effectivement la commission électorale indépendante ne joue pas franc jeu. Donc on est de toutes les façons dans une équation où on parlera d'une théorie de la masse.
soit on se met ensemble, on se ligue, tous les partis, contre le parti d'État, d'accord, ou soit on décide d'aller cavalier seul et puis on aura les résultats, d'accord, à l'instar de ce qu'on a vu en fait aux législatives. Donc pour moi, c'est une question véritablement de survie des partis politiques s'ils veulent véritablement connaître réellement leur poids politique. Parce que les résultats que nous avons pour certains partis politiques ne sont pas le reflet de ce qu'ils pèsent réellement. Le parti d'État dit non, effectivement, vous êtes le parti d'État. Voilà. Le parti d'État, c'est le RHDP. Vous-même, vous l'aviez dit. Non, ici. Vous aviez dit que le RHDP se comporte comme un parti État. Voilà. D'accord, oui, effectivement. État, ce n'est pas un parti d'État. Oui, mais pour moi, un parti État, quand vous dites qu'il se comporte comme un parti, d'accord. Je n'ai pas dit se comporte comme. J'ai dit le RHDP est un parti État. Alors, s'il est un parti État, d'accord, donc il n'est pas un parti d'État. C'est à vous de m'expliquer ce que c'est qu'un parti État. Non, mais je peux le dire. Moi, je viens de Je peux le dire naturellement, mais vous direz que c'est mon interprétation. Donc, voilà. Donc, laissez-moi terminer sur mon interprétation. Très bien. Alors, donc, à partir de ce moment-là, il faudra véritablement, ils n'ont pas le choix. Mais quelles sont les ambitions de ces partis politiques? D'autres personnes diront que le PDCI-RDA ne peut jamais s'associer au PPACI parce que, de toute façon, idéologiquement, ils ne sont pas les mêmes, et autres. On a vu le PIT faire partie d'une association qui est un parti de gauche, fait une association avec le RDR à l'époque. Voilà, juste à titre de rappel. Donc, pour moi, c'est juste les partis politiques qui doivent véritablement décider de leur sort. Mais en cavalier seul, comme on dit solo, ils ne pourront jamais y arriver. Merci. Non, plus, à mon sens, plus pratiquement et de façon plus réaliste. On a vu ce qu'a donné cette coalition PDCI-PPACI pendant la période de la prise. Et qu'est-ce que ça a donné? Un gros échec. Ah bon? Oui. Et les législatives ont été un succès? Je vais finir. Allez-y, non, moi j'essaie de voir. Un gros échec. Non, je veux comprendre l'échec en fait. Moi, je bois du petit lait. Je bois du petit lait. Allez-y, président. Je m'excuse. Mais bon, c'est bien. J'ai été formé à cela. J'espère que la nouvelle année commence avec. Bonne année. Ça s'est soldé par un gros échec. Parce que cette coalition. Un très gros échec. Il n'est pas en forme. Je disais, le but de cette coalition, c'était, comme les autres, de mener des actions de sorte à créer les conditions d'une élection claire, transparente et crédible. Deuxième point, mener les actions de sorte que les deux leaders de cette coalition soient réinscrits sur la liste électorale. Ils n'ont pas eu condition d'élection transparente et équitable. Premier point d'échec. Deuxième point, ils n'ont pas eu l'inscription des noms de leurs leaders sur la liste électorale. Un autre point d'échec. Mais quand tout ça l'a fini, quel est l'inventaire que cette coalition fait? Rien. M. Tidiane Thiam et le PDCI, tout de go, appelle ses militants pour les législatives. Législatives, ce que le PPACI ne fait pas. Au sortir de cette élection, le 8 décembre, le président Laurent Gbagbo publie un courrier en son nom, pas au nom de son parti, parce que le logo, il n'y a pas le logo du PPACI, c'est en personne. Et il revient sur les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire depuis 2002. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le président, c'est que Laurent Gbagbo, lui, vient en arrière, le président du groupe parlementaire PDCI, au micro de l'Assemblée nationale, du haut de son je pourrais dire, de son poste de président du groupe parlementaire PDCI, dit au président de l'Assemblée nationale, c'est le président de tous les députés de Côte d'Ivoire, qui est aussi un cadre du RHDP. Ce qui est passé, est passé. Pour dire que ne regardons plus derrière, allons devant. Ce parti, pendant que le PPACI est en train de dire regardons derrière, le PDCI regardons devant. Il est encore sorti
Il s'appelle docteur Osman Chérif. On a vu ses récentes déclarations. C'est à peine voilé s'il dit qu'il regrette la coalition qui a eu lieu le PPACI. On a vu le courrier de pardon de Bredoumi. C'est comme s'il rejetait ce qui... Le courrier de pardon, il est authentique? Ah, donc vous voulez le remettre en cause authentiquement? Parce qu'officiellement, le PDCI a dit effectivement que c'est un courrier qui a été falsifié. Je dis officiellement. Moi, Bredoumi n'a pas encore rien dit. Non, moi je dis officiellement. Je vais me limiter aux propos, aux interviews de Dr Osman Chérif. Et dans cet élan-là, M. Navarro, est-ce que vous pensez que c'est aussi... Mais je n'ai pas encore fini. Allez-y, terminez. Donc, ça vous dit tout simplement que l'appel du pied du professeur Danon Djedje, président exécutif du PPACI, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Je le dis sur ce plateau aussi, et je le dis depuis longtemps. Front commun, Alliance PDCI, PPACI, là, c'est fini. D'abord, les deux leaders même ne se parlent pas. Il y a un qui regrette. Monsieur Navarro, c'est fini, PPACI, PDCI, RDA, c'est fini tout ça, cette coalition, ce front commun? En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas fini, c'est le disque rayé du président à vie, Jean-Paul Aureau. Il passe son temps à répéter le Front commun, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, on commence l'année 2026 avec la même chanson. Et on ne va pas m'écouter sur ce sujet. Pourtant, encore une fois, au sujet du Front commun, je crois à peu près savoir de quoi il retourne. Le Front commun, c'est-à-dire l'alliance au départ Bédier-Gbagbo et aujourd'hui Thiam-Gbagbo, le Front commun avait du sens en 2019 lorsqu'il est né. Le Front commun avait du sens en 2025, l'an dernier. Le Front commun a du sens en 2026 et conservera ce sens. Quel est ce sens? Ça n'est évidemment pas ce que vient d'évoquer Jean-Paul Aureau, qui a pris au pied de la lettre la déclaration du Front commun pour dire aucun des objectifs n'a été atteint. Oui, Jean-Paul, mais on le savait dès le départ, quand ce Front commun a été constitué, on savait très bien que tout ça allait se terminer comme ça s'est terminé, c'est-à-dire que le pouvoir RDR allait éliminer ses principaux adversaires pour s'accrocher comme un mollusque sur un rocher à la gestion du pouvoir d'État avec l'aval de son sponsor étranger. Bon, ça c'est une chose. Le sens du Front commun, c'est de montrer clairement aux Ivoiriens qu'ils constituent une majorité sociologique en Côte d'Ivoire, que cette majorité est tellement énorme qu'elle permet de régler d'un seul coup, tous les problèmes liés au découpage électoral, à la commission électorale indépendante et donc à tous les tripatouillages électoraux, et de montrer clairement à tous les Ivoiriens qui le savent que le RDR, qui se fait faussement appeler RHDP, est minoritaire dans ce pays. Et que donc le Parlement monocolore qui vient d'être élu en cette fin d'année 2025 est un Parlement bidon constitué de députés godillots. Le Front commun, ça sert à ça. Mais en 2026, tout ça, je l'ai déjà dit sur ce bureau, sur ce plateau. Mais en 2026, je vais peut-être dire quelque chose de différent. Bien sûr, le Front commun reste un objectif et c'est la raison pour laquelle Danon Djedje a lancé cet appel du pied au PDCI-RDA. Bien sûr, c'est la bonne solution, stratégique et structurante, et il n'y en a pas d'autre. En revanche, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à l'intérieur des deux partis, PDCI et PPACI, il ne faut pas commencer par mettre de l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont apparus
au cours de ces derniers mois dans l'organisation de ces partis. Ça, c'est un préalable. Et c'est tout de suite qu'il faut le faire. Le Front commun, c'est l'objectif. Monsieur Diaby. Bon. Tout à l'heure, j'écoutais avec beaucoup d'attention le débat où la contradiction interne entre M. Sa et M. Oro et Norbert Navarro aussi, en ce qui concerne... C'est quoi contradiction interne? J'arrive, je vais finir. Parce que quand on parle de la réussite ou non du front commun, et qu'on a Jean-Paul Oro qui dit le Front commun est un échec, Nsran qui dit le contraire, et Norbert aussi qui dit le contraire. Donc je pense que c'est une contradiction qui ne concerne pas le RHDP. C'est vous que ça concerne en fait les autres partis. Voilà pourquoi je parle de contradiction interne. C'est qui vous? Qui est représentant d'un parti politique? Bon, dans les débats, parmi les débatteurs, je n'ai pas cité nommément... Ici, nous avons des opinions. Nous ne sommes pas représentants des partis politiques. Non, moi je suis représentant d'un parti politique. Voilà pourquoi je rappelle qu'ici, nous avons des opinions différentes, fut-elles, mais nous n'avons pas de parti politique. Donc, ne dis pas contradiction interne. Non, quand je dis ce plateau est un plateau qui est ouvert à la différence, au débat et surtout à la contradiction. Oui, mais c'est justement au nom de cela que vous êtes invité en toute amitié et en toute justement, laissez-le terminer au niveau de cette contradiction. C'est cette contradiction-là qui Non, mais laisse-moi finir, Jean-Paul. Jean-Paul, quand tu parlais, je ne t'ai pas interrompu. Non, laisse-moi finir. Ici des prédicats qui ne sont pas... Laisse-moi finir. Tu as parlé tout à l'heure de plateau de débat contradictoire, que l'opinion était libre. Donc, vous êtes exprimé. J'ai aussi la liberté de dire qu'il y a un débat contradictoire. Mais tu n'as pas la liberté de dire des choses fausses. Mais elle n'est pas fausse, ce que je dis. On a vu tout à l'heure le débat que vous avez entre vous en ce qui concerne le résultat du Front commun. Donc, pour moi, je voulais m'arrêter sur ce sujet-là pour pas qu'on aille plus loin. Parce que ne me distrais pas plus longtemps que cela. Non, c'est moi qui les ai écrits, donc je peux les relire tranquillement. Pour nous, RHDP, le Front commun a été véritablement un échec. Pourquoi? Parce que le Front a été constitué uniquement pour ne pas aller aux élections. C'était pour créer la chienlit véritablement au sein de la Côte d'Ivoire. Faire coûte que coûte en sorte qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Et c'était un échec total sur toute la ligne. On a vu toutes les stratégies utilisées par les uns et les autres pour ne pas que cette élection-là puisse avoir lieu. Mais heureusement qu'on a à la tête de ce pays un président de la République qui est proactif, qui depuis bien longtemps avait vu venir les choses et qui a su mettre en place une stratégie de sécurisation des élections de telle sorte qu'on puisse aller ces élections de façon claire, libre et transparente. Quand j'écoute aussi mes co-débatteurs, même s'ils n'aiment pas parler de contradicteurs, sur ce plateau, quand on parle de la CEI, qui ne serait pas crédible, mais quand même, Bredoumi, il est en prison, il a gagné les élections. Kwasi, de la JPDCI, il est en prison, il a gagné les élections. Et Port-Boué, il y a bien eu des opposants qui ont gagné au plateau. Partout, il y a eu quand même des éléments qui font que ces opposants ont pu gagner. Et mieux, quand vous constatez qu'il y a des irrégularités dans une circonscription électorale, vous prenez ces preuves de cette irrégularité-là et vous les envoyez au Conseil constitutionnel pour que le Conseil puisse délibérer. De par le passé, des élections ont été reprises dans des circonscriptions où il y avait même des caciques du RHDP qui étaient aux prises avec des opposants. Et ces opposants-là ont eu à gagner. Donc maintenant, j'en ai trop le temps, laissez-moi finir. Maintenant, quand j'écoute Norbert Navarro, il a un langage bien fleuri quand il parle des institutions ivoiriennes. Je ne sais pas qu'est-ce que cela lui donne, si ça lui permet d'exister, mais je pense qu'il doit avoir un peu plus de respect pour les électeurs ivoiriens. La martingale, la série de la martingale utilisée par le PPACI depuis toujours, qui fait en sorte qu'elle refuse d'aller à différentes élections depuis 2010, ne peut pas être le fait du RHDP. On ne peut pas toujours dire qu'on ne va pas aux élections en espérant qu'un événement futile puisse arriver pour qu'on puisse reconquérir le pouvoir d'État. Tant que les partis de l'opposition, notamment le PPACI, ne s'organisera pas et n'oubliera pas sa stratégie de populiste qui veut qu'on parle de fausses promesses aux populations, qu'on pense que en ne travaillant pas, en n'organisant pas sa base, on peut arriver de façon extraordinaire à la magistrature suprême, ça n'existera plus. Faites une croix là-dessus. En Côte d'Ivoire, on ne pourra accéder à la magistrature suprême du pays que par les élections. Si vous ne voulez pas vous organiser pour arriver de là, ça c'est votre problème. Et pour finir,
le PDCI-RDA, moi je pense que la place du PDCI-RDA au sein du RHDP, aller s'encoquiner avec le PPACI pour monter des stratégies ou bien des fronts qui ne serviront absolument à rien du tout, on n'aboutira à rien. Et si nous prennent garde à ce rythme, à ce sujet-là, le PDCI court à sa perte. Dalini, j'ai été directement mis en cause par Aboubacar Tiekoura Diaby. Bon, non, c'est pas uniquement pour exister que je parle. Monsieur Diaby, le plateau de la bande à Carlyle n'est pas un moulin dans lequel on s'introduit comme on veut. Si je suis là, c'est parce que j'y suis invité. Et si je n'y étais pas invité, je ne serais pas là. Alors si on m'invite, c'est précisément parce que au sein de la bande à Carlyle, comme vient d'essayer de vous l'expliquer en vain Jean-Paul Aureau, on aime les débats contradictoires. Je sais que ça ne vous plaît pas. Je sais que ça ne vous plaît pas. Vous préféreriez que tout le monde pour clouer le bec à tous vos contradicteurs, mais c'est comme ça, il va falloir vous habituer. Alors si ça ne vous plaît pas, allez donc à Abidjan, là-bas c'est bon. Merci pour ce rappel, Norbert. Non, aucun problème. Merci pour ce rappel. Ne fâchez pas, vous êtes occupé. Alors j'ajoute une chose. Non, Dalini, Diaby laisse entendre que le PPACI était parti dans une logique révolutionnaire. Mais on n'a jamais vu ça. Laurent Gbagbo, toute sa vie, pendant toute sa carrière politique, a toujours dit, c'est une constante absolue, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, il a toujours dit que le pouvoir d'État, on partait à la conquête du pouvoir d'État par les urnes et non par les armes. C'est à cet homme-là qu'on a fait la guerre et c'est à cet homme-là qu'on a pris le pouvoir par les armes. Et là, vous avez sur ce plateau un représentant d'un parti minoritaire qui vient nous raconter l'inverse. Mais c'est là où il nous prend pour des imbéciles et il cherche à nous faire passer pour des imbéciles. Alors Diaby, ça commence très mal cette année 2026. Si on doit la continuer sous de meilleurs auspices, ce que je souhaite, il va falloir aussi arrêter de faire croire que les Ivoiriens sont des imbéciles. Bon, il va falloir aussi arrêter aussi que vous pensez aussi que vous représentez la frange la plus intéressante ou la plus intelligente des Ivoiriens. Donc, je vous dis encore une fois, le langage que vous utilisez pour qualifier les institutions ivoiriennes, il faut revoir ce langage-là. En tout cas, on peut rebondir sur ce que vous avez dit. Parce que je ne crois nullement que le PPACI soit majoritaire en Côte d'Ivoire. Je ne crois nullement à cela. C'est vous qui rêvassez de la sorte. En tout cas, on peut revenir à ces propos. Est-ce qu'il faut changer carrément de stratégie? Le Front commun, ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut ça ne marchera jamais. Est-ce qu'il faut justement, d'ailleurs, changer de stratégie, Jean-Yves? En fait, moi, j'ai envie de poser une question au président parce qu'il a dit qu'il a parlé de l'échec. Je pense qu'il y a Diaby aussi qui a suivi. Mais si l'opposition, dans son entièreté, ne s'unit pas, quelle sera la meilleure stratégie? Parce qu'ils sont allés indépendamment. On a vu que ça n'a rien donné. Maintenant, ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que la lutte, là, elle est multiforme. Elle est multiforme. On peut avoir plusieurs partis politiques, même si, comme il y a un politicien ivoirien qui le disait, que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui, la réalité du moment, c'est quoi? C'est qu'on constate qu'on doit avoir une union de toute l'opposition. Et comme je le disais tout à l'heure, la lutte, elle est multiforme. On a un parti politique, un PPACI, qui, lui, est habitué. Le PPACI a lutté dans les années 90 où l'Assemblée nationale, même avant ça, l'Assemblée nationale était monocolore. Mais il y a eu des luttes qui ont été menées malgré ça. On n'a pas besoin d'être, comme Sébastien Dano-Dié le disait, d'être à l'Assemblée nationale pour mener des luttes. Donc sur le terrain, le PPACI sait mener des luttes sur le terrain. On a un PDCI qui, lui, n'est pas trop habitué à ce genre de lutte-là, mais quand même est représenté à l'Assemblée nationale avec 31 députés. Il peut avoir un groupe parlementaire. Donc ça aussi, c'est une autre forme de lutte. Ils peuvent lutter de leur façon au niveau de l'Assemblée nationale. Le PPACI va lutter de sa façon sur le terrain. Donc si ensemble, ils essaient de coaliser les forces, pourquoi ne pas redéfinir une nouvelle alliance ou bien le Front commun qui a toujours existé, mais ne pas redéfinir comment on appelle ça, les alliances, les thèmes de cette nouvelle alliance entre griffes, parce que c'est une alliance qui a toujours existé, mais ne pas redéfinir les thèmes pour essayer maintenant d'orienter les luttes. Voilà, ce sont des comment on appelle ça, ce sont des possibilités. Donc le fait de dire que ça ne va rien donner, moi je dis non. À moins qu'on soit un parti
le HDP qui est au pouvoir, qui ne veut rien entendre, qui sait que lui, c'est-à-dire coûte que coûte, ce que vous allez proposer, on ne va pas vous écouter. On va toujours rester à goûter à ce qu'on pense. Et voilà. Non, mais non, tu peux noter ta question. Rapidement. Penses-tu, Jean-Yves, que deux partis qui ont deux visions complètement différentes, je laisse même les idéologies politiques. Vous avez d'un côté le PPAC qui ne veut aller à aucune élection. C'est parce que le PPAC... Mais si, c'est ce qui se passe. Quand on regarde, moi je parle de faits concrets. Je parle de faits concrets. Il faut aussi que vous acceptiez cela aussi. L'élection présidentielle, le PDCI et le PPAC ne sont pas aux élections présidentielles. On peut supputer là-dessus, malgré le fait qu'il y ait des candidats susceptibles de pouvoir les représenter. Ils ne l'ont pas fait. On ne reviendra pas là-dessus. Mais au niveau des élections législatives, le PDCI s'entend le boulet parce qu'il y a des cadres aussi qui allaient se présenter, quoi que Thiam déciderait, a décidé d'aller aux élections parce que c'était la survie du parti qui était engagé. Le PPAC a refusé. Maintenant, vous voulez que ces deux partis-là puissent encore cheminer ensemble, comme je dis, ils ont deux stratégies j'ai opposées. dit que la lutte, elle est multiforme. Voilà. Donc, d'abord, monsieur Atoublanc, oui. Oui, alors, moi, j'aimerais juste revenir sur des choses qui sont intéressantes. Déjà, je viens d'entendre un élément, la survie du parti, en fait, dépend de sa participation déjà aux législatives. Ça, c'est un narratif qui est complètement erroné. Je ne sais pas pourquoi, en Côte d'Ivoire, les gens ont cette habitude de dire qu'en fait, il faut obligatoirement qu'un parti politique soit présent au sein de l'hémicycle pour vivre. À une élection. Pardon? À des élections. À des élections? Oui. D'accord, pour vivre. Bon, ok, bref, bon, je vais continuer. Encore, on va aller au-delà de l'idéologie. Parce que je sais que voilà, on a eu des partis de gauche dans votre G7 et même votre RHDP avant les élections 2010. C'est un fait. Il ne faut pas qu'on truc. Donc l'idéologie, on balaie encore du revers de la main. Ce qui est intéressant, effectivement, moi, là, ce qui m'intéresse dans tout ce que j'entends, je vois que M. Diaby Tchekoura dit clairement que votre volonté de vouloir vous comporter comme vous l'aviez fait dernièrement, c'est-à-dire au soir du 25 octobre, ça n'aboutira pas. Donc là, on est dans un casus belli. On est dans un casus belli parce que le président Jean-Paul Auroux mentionne quelque chose. Il dit quelles sont les motivations du Front commun, quels sont les objectifs des motivations du Front commun. Transparence des élections. Il a notifié, je t'ai même fait signe, transparence des élections. Alors, c'est quand même flagrant, c'est quand même gros. Transparence des élections. C'est-à-dire, le PDCI et le PPACI disent transparence. Mais s'ils disent que c'est un objectif, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. Et M. Tchekoura... Tu martèles ça comme si c'était quelque chose de nouveau. Ah, bah ça c'est... Bah, merci. Oh, ah, mais merci. Encore, vous venez de m'étendre une pêche. Donc, voilà, M. Jean-Paul Auroux, ici, nous dit que ce n'est pas nouveau que les élections ne sont pas transparentes en Côte d'Ivoire. Mais si les élections ne sont pas transparentes, mais à quoi ça sert d'aller aux élections? Non, attendez. Non, mais attendez, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, dissout les partis politiques. Permettez que je termine, s'il vous plaît. Voilà. Alors, permettez que je termine. Le président Jean-Paul Auroux nous donne ces éléments. Vous savez, Madame Danili, en 2010, ce parti qui était des partis d'opposition ont donné, d'accord, ont posé des griefs. Ils ont posé des griefs pour pouvoir participer à ces élections. Et ces griefs-là ont été acceptés. Ils ont présenté des gages pour participer à ces élections. Ils prétendent même avoir sauvé leur pouvoir par une certification onusienne. Oui, dont le document n'existe nulle part. On a même demandé à M. Touré Mamadou, ministre, de nous le sortir. Il n'a jamais sorti. Mais ils ont prétesté que leur pouvoir, c'est-à-dire leur victoire, fait l'objet d'une certification onusienne. Parce que cette certification... Non, attendez, mais laissez-moi terminer. Cette certification onusienne, d'accord, est un gage, est une garantie pour vous. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quels sont les gages... Quels sont les gages et les garanties, d'accord, offertes ou proposées aux partis d'opposition? Aucune. Il y a un parti fort qui décide, qui donne une feuille de route qui dit si vous ne participez pas à nos élections, c'est comme ça et on ne décide pas. On revient à un point très important où il parlait de quoi? De consensus. Parce que le consensus, il disait qu'après M. Ouattara, s'il y a un Premier ministre, il faudra discuter. On discute avec qui? On discute avec les partis d'opposition, on discute d'accord avec la société civile, on discute avec les Ivoiriens. Il n'y a pas de discussion jusqu'à aujourd'hui. On est un parti politique qui est hermétiquement fermé au débat, qui organise ses élections comme ils veulent. Il déploie 44 000 forces de l'ordre pour pouvoir sécuriser les élections. Et voici les résultats que ça donne. L'échec de M. Jean-Paul Auroux aux élections législatives, comme il l'a suggéré. Et l'échec aussi
l'échec aussi du Front commun, comme il le prétend. Donc on revient à un résultat 0-0-0. Et aucune solution n'est mise de part et d'autre, parce que monsieur, vous êtes en fait, vous êtes l'homme le plus fort, vous êtes d'accord, celui qui gouvernait la Côte d'Ivoire avec une certaine force. Monsieur Jean-Paul Aureau dit proposer des solutions, mais n'en propose aucune, parce qu'on revient à un résultat 0. Alors pour finir, monsieur Aureau et après monsieur Navarro. D'abord monsieur Aureau et après... On va être assez, je dirais, je répète sur ce plateau, on va être honnête. Ah bah. Voilà, on va être... Le malhonnête vient d'intervenir. Dans ce pays-là, et je l'ai dit encore sur ce plateau ici, je crois il y a une semaine ou deux, les élections qui ne sont ni transparentes, ni claires, ce n'est pas nouveau. C'est depuis 1990. Il y a des militants du FPI même, qui ont, des cas du FPI, qui ont dit que Laurent Gbagbo avait gagné l'élection présidentielle contre Félix Houphouët-Boigny. Il faudra organiser un thème sur la sincérité des élections, parce que là... Je ne sais pas si il y a beaucoup de convictions, mais... Vous finissez comme ça, après Navarro intervient. Je finis. En 1995, il y a eu cette bataille du boycott actif parce que les conditions de l'élection présidentielle n'étaient pas claires et transparentes. En 1999, il y a eu coup d'État parce qu'on estimait que dans ce pays, les élections, celui qui dirigeait ne créait pas les conditions et il y a eu coup d'État. Non, c'était pas pareil. Non, c'était pas pareil. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Non, je suis complètement pas d'accord. Laissez-moi finir. C'est parti historique. Je viens en 2000. En 2000, il y a des élections. Il y a un candidat qui n'est pas retenu, qui se plaint, et au terme des élections, il dit qu'il ne reconnaissait pas les résultats. Il faut le mentionner. Il s'appelle Alassane Ouattara. Merci. En 2002, il y a un coup d'État. Et on arrive, en 2005, il n'y a pas d'élection, on arrive en 2010. C'est de façon consensuelle que les Ivoiriens se retrouvent dans les différents accords, Marcoussis, Pretoria, Accra 1, Accra 2, tout ça. Et la CEI naît. La CEI est quasiment aux mains de l'opposition ivoirienne. Laurent Gbagbo n'y est pas très présent, lui et son parti sont pas... Merci. Les conditions de l'élection démocratique transparente ne sont pas réunies. On sait ce que ça a donné officiellement, 3000 morts. Dans ce pays-là, dire que parce que l'élection n'est pas transparente, quand je viens de citer au moins 5 cas où il y a eu des élections, eux, tout le monde a su que même RHDP était sur le pouvoir, était dans leur alliance. Il y a eu élection, ils se sont tués dans leur zone à cause des résultats d'élection. Et puis, on va se lever à cause de ça, on ne va pas aux élections. Mais si c'est ça l'argument pour ne pas aller à une élection, mais les partis politiques de l'opposition actuelle, bon, on arrête toute activité, on n'y va pas, on ne va pas aux élections. Donc, en fait, on arrête ça. Donc les institutions sont malhonnêtes en Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire simplement, vous savez, de ma petite histoire d'élève ou d'étudiant en philosophie, les conquêtes, les libertés, elles se gagnent. Ben oui. Elles se gagnent, on se bat pour les avoir. Mais justement, quand toi tu parles de vous êtes encore dans votre chimère du Front commun qui n'existe pas. Mais on peut passer à une autre étape. C'est ce que j'explique. C'est quoi l'opposition? Non, je finis. C'est lui qui va poser une question. L'opposition peut passer à une autre étape de son dialogue. C'est-à-dire peut se retrouver. Parce que vous voyez l'opposition seulement en termes de PPACI. Non. En fait, là, je pense qu'il y a l'opposition quelque part. Je pense que le président, il est pour le COJEP de l'air. Je vais finir mon dernier mot. Bon, l'opposition peut se retrouver, et comme je le disais tantôt, en fait, le président, il est pour cette séquence de violence dans laquelle la Côte d'Ivoire est. Pour arrêter vos gamineries, cette séquence de violence et de brutalité dans laquelle la Côte d'Ivoire a été plongée dans cette année 2025, la parenthèse n'est pas encore fermée. Il serait temps et utile que le président de la République, certainement, en nommant son vice-président et son premier ministre, va créer les conditions d'un dialogue national. La Côte d'Ivoire ne peut plus faire l'économie de cela, parce que ce qui va arriver devant sera peut-être plus grave que ce qu'on a vécu. Monsieur Navarro, pour terminer, après on passe au volet donc la politique économique de Ouattara. Allez-y.
Non, je voudrais terminer quand même et rebondir sur ce que je viens d'entendre. Oui, oui, l'Odyssée, et après on passe à un autre volet. Oui, le paysage politique ivoirien, n'en déplaise au président à vie Jean-Paul Aureau, c'est effectivement trois pôles. C'est comme ça. Et ça ne bouge pas. Ça veut dire que les autres ne comptent pratiquement pas sur le plan électoral. Oui, c'est le PDCI-RDA, c'est le PPACI, c'est le RDR. Point. Le reste, bon. Le quatrième parti du DPCI arrive très loin derrière et après, ce sont des micro-partis. Bien. Donc, forcément, une alliance de 2 contre 1 est intéressante pour s'emparer du pouvoir. Et une alliance dans laquelle on compte le PDCI-RDA, c'est-à-dire, il y a deux possibilités, le PDCI-RDA avec le RDR ou le PDCI-RDA avec le PPACI, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est une alliance majoritaire sociologiquement majoritaire en Côte d'Ivoire. Alors, l'alliance entre le PPACI et le PDCI-RDA qu'on appelle le Front commun, c'est quelque chose qui paraît aberrant aux yeux des gens du RDR, comme M. Diaby, qui disent ces gens-là n'ont rien à voir l'un avec l'autre, pourquoi s'allie-t-il? Mais pourquoi? Il n'a pas tort, je lui donne raison. Pourquoi s'allie-t-il? Pour quelles raisons l'ont-ils fait? Eh bien, tout simplement parce que quand ils étaient alliés, eux, c'est-à-dire Bédié et Gbagbo, il y en a un qui a trahi l'autre, c'est-à-dire Bédié et Ouattara, quand ils étaient alliés en 2010, Bédié et Ouattara a fini par trahir Bédié. Et c'est cette trahison qui explique l'existence du Front commun. Et c'est cette trahison qui aurait pu être lavée lorsque Bédié a été rappelé à Dieu, mais Ouattara a tout fait pour jeter Thiam dans les bras de Gbagbo. Voilà, monsieur Diaby, pourquoi vous ne comprenez pas ou vous feignez de ne pas comprendre ce qui se passe dans votre propre pays. Alors arrêtez, cette trahison-là, Bédié ne l'a jamais acceptée, et voilà le résultat. Donc le Front commun, oui, je répète, c'est une perspective. On a le temps maintenant, puisque officiellement l'objectif c'est 2030, c'est une perspective. Entre-temps, d'ici là, à l'intérieur des deux partis, il va falloir faire un petit peu de travail de réorganisation et ensuite parler de cette nouvelle perspective en espérant qu'on aura le temps de se réorganiser d'ici là, ce qui n'est pas sûr. Alors, merci beaucoup Norbert Navarro. On est à la fin de l'émission. On a vu que l'année 2026 en Côte d'Ivoire va être très très rude. On reste donc connecté sur l'annonce du Premier ministre et du vice-président, également du gouvernement. Mais ce n'est pas tout. Alassane Ouattara a annoncé son plan économique pour 2026. On va vraiment terminer sur ça, un petit tour de table, étant donné que dans son discours, on a entendu les transformations structurelles, l'industrialisation aussi, avec une économie de services compétitive. Mais est-ce que ces termes parlent encore aux Ivoiriens ou est-ce que c'est un langage qui est vraiment au niveau technocratique mais complètement déconnecté de cette réalité? Bon, pour commencer à répondre à votre question, je vais vous dire que on ne peut pas demander on ne peut pas faire dire aux chimpanzés que le miel est plus sucré que la banane. Pourquoi? Parce que c'est les Ivoiriens qui vont apprécier le travail qui est fait. Depuis 15 ans, on a vu le travail, le développement structurel de l'économie qui a été mis en place, avec les résultats concrets et tangibles dans tous les domaines. Je sais qu'on parlera de la pauvreté, que les richesses ne sont pas équitablement reparties. Je retorque toujours que pour repartir quelque chose, une richesse, il faut d'abord la créer. Et ensuite, quand on la crée, maintenant, on la repartit. Donc, les 5 objectifs principaux de 2030 sont déjà maintenir un taux de croissance à 7,5%, réduire le taux de pauvreté de 37,5% à environ 30% ou même 20% jusqu'à 2030. Et puis, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de 14 000 emplois créés et aussi faire en sorte que l'espérance de vie passe à 65 ans et aussi qu'il y ait un taux
de mortalité qui soit inférieur à 67% sur 1000 personnes. Donc, ce sont des objectifs vraiment assez majeurs que le président de la République s'est assigné. Et que c'est en fonction de cette vision-là, comme on le disait tout à l'heure tantôt, il va mettre en place cette équipe-là qui va mener le pays vers cette industrialisation-là. Dernier mot, est-ce que vous sentez donc cette politique économique qui va être présente? Est-ce que vous voyez aussi cette vision-là? Bon, on va faire un petit tour de table. Moi, je vais aller très rapidement. Déjà, en fait, vous aviez parlé en fait d'un projet annuel, c'est-à-dire que c'est suite en fait au discours du Nouvel An. On a réitéré en fait d'accord d'avoir un axe économique. Là, mon co-débatteur en face, il a donné un plan quinquennal. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Qu'est-ce qu'il en est? C'est tous ces thèmes dont vous aviez fait cas tout à l'heure, c'est-à-dire industrialisation, les services qu'on doit davantage déployer et autres. C'est un langage qui n'est pas de la réalité des Ivoiriens. Nous avons une population analphabète à plus de 60%. Voilà. Et juste pour terminer sur quelque chose, si vous permettez, très très rapidement. En fait, quand il parlait par exemple de la réduction de la pauvreté, quand tu parlais par exemple de la redistribution des richesses, ces choses-là n'existent pas dans le langage des Ivoiriens. Oui, effectivement. Et il a dit quelque chose de très important. Il a dit il faut créer de la richesse pour en distribuer. Donc la Côte d'Ivoire ne crée pas de la richesse. Oh, il y a une autosatisfaction de M. Ouattara en ce qui concerne les recettes fiscales. Non, la question, c'est juste est-ce que si vous voyez la vision, vous la voyez. La vision, non. La vision, elle est simplement utopiste. Elle est simplement utopiste. Le chemin qu'il est en train de prendre, c'est un faux chemin. Non, c'est un vrai chemin. Vous voyez la politique. On se donne rendez-vous. Est-ce que vous voyez la même vision politique économique de M. Ouattara? Est-ce qu'elle est bien partie? J'ai rebondi sur moi, je pense qu'il y a genre une sens assez bien dit. Ils sont plus dans l'utopie. Donc pour moi, c'est pas possible. Maintenant, rapidement. En fait, ils sont tellement déconnectés de la réalité. Tout dernièrement, on a eu cette vague-là. Bon, on a eu une trend sur les réseaux sociaux où en fait tous les jeunes ont commencé en fait à aller, ils disent qu'ils vont aller chercher leur carte de RHDP pour militer au RHDP. Pourquoi? Parce qu'apparemment, pour avoir du boulot en Côte d'Ivoire, il faut appartenir. C'est du gros n'importe quoi, ça. Voilà. Utopique. Non, la foire aux emplois, si vous avez au RHDP ou non, c'est pas une question de foire aux emplois. Voilà, il recrute ses militants comme il peut. Mais comme il peut, pourquoi? On va bientôt rentrer l'antenne. On va bientôt rentrer l'antenne. On ne peut pas. En tout cas, cette vision politique est partagée. Tu es entrepreneur, tu veux t'en penses aussi pour dire aux gens. Mais je ne des partis politiques. Pourquoi au nom du RHDP? Messieurs, retenue, s'il vous plaît. Monsieur, dernier mot, utopique ou pas utopique, cette vision donc économique pour 2026? Moi, quasiment, lorsque le président Ouattara parle à l'occasion du gouvernement, c'est la même chose, il dit. C'est la même chose. Monsieur Navarro, cette vision économique pour 2026, utopique ou... Moi, elle me fait penser à l'exemple du Rwanda, évidemment. Je pense que Ouattara a bien compris, et là il n'a pas tout à fait tort, que vu de Paris, vu de Washington, on attend ça d'un pays africain. C'est-à-dire, peu importe que le pouvoir soit sociologiquement minoritaire, du moment qu'il tienne son peuple d'une main de fer et qu'il fasse en sorte que les investisseurs étrangers soient heureux et puissent venir. Et donc, ça dure comme ça depuis 1994 à Rwanda. Merci beaucoup. Franchement. C'est noté. Eh bien, vous voulez qu'on ouvre le pays avec des cacahuètes. Merci beaucoup. Mais on doit rendre l'antenne. En tout cas, c'était un grand débat pour cette première édition 2026 de la Bande à Carlyle au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, messieurs, d'avoir assisté à ce débat d'idées. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, et encore bonne année 2026. Et bonne suite aussi de programmes sur nos antennes.